hommage aux Daft Punk, qui ont commencé leur carrière sur FG. Hey, we're Daft Punk. Il y a 20 ans, le 13 mars 2001, le duo sortait Discovery, leur deuxième album, qui marquera une vraie consécration du duo. Après l'aventure Homework, les Daft Punk défendaient déjà une certaine vision des musiques électroniques, héritière des rave parties et en même temps innovante, ouverte à toutes les sonorités. Ils étaient donc venus en 2001 pour parler de cet album avec Jean-Yves Leloup et moi-même, et c'est cette interview que je vous propose de réécouter tout de suite. Retour dans le temps, on remonte la time machine, on est en 2001 pour la sortie de Discovery. Daft Punk. 18h38 à bord de la Hour. Jean-Yves Leloup et moi-même avons le plaisir de recevoir les Daft Punk, Thomas et Guiman. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Yves, je te laisse. Bonsoir les garçons, oui. Bonsoir les garçons. Alors je crois qu'on les reçoit pour un album qui vient de sortir. Voilà, il y a un album qui s'appelle Discovery qui est sorti, je crois avec un certain succès il y a tout juste 10 jours, en même temps que bien sûr le Daft Club, ce sorte de site web réservé aux acheteurs du CD. Beau succès, donc 1 million, semble-t-il, 1 million de précommandes de l'album dans le monde entier. Normal quand on sait que 2 millions de copies de Homework avaient été vendues à l'époque et que One More Time a été un de leurs grands succès aussi. Je crois que c'est, je regarde mes notes, 800 000 dans le monde et 400 000 en France à peu près. Enfin, ça a été les derniers chiffres il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Enfin, tout ça, ce sont des chiffres. Discovery, c'est un album qui est un petit peu décrit par les Daft comme un album électronique aux résonances pop et pas un simple album pop, et puis comme une suite de titres un petit peu naïfs, utopiques, qui célèbrent le côté joyeux et surtout très instantané de la musique. Et pour nous, je dirais que c'est un album vraiment euphorique. C'est un album de deux garçons qui sont heureux. D'ailleurs, ils sont hyper contents d'être avec nous. Ça se voit. Et voilà. Alors moi, ce qui est assez drôle, c'est que donc le premier album était sorti en 97. Tout à l'heure, en cherchant dans mes notes, souvent des gens pensent que ils ont rien foutu entre 97 et 2001. Et quand on regarde ce qui s'est passé entre 94, les premiers singles sortis sur Soma, et aujourd'hui, les mecs, vous avez vraiment pas arrêté entre les clips, le lancement du Daft Club, le DVD, vos labels personnels Cris d'amour, roulés, scratchés, des collaborations, des remixes. Enfin, je veux dire, c'est un rythme assez effréné. En fait, vous n'avez jamais arrêté de travailler depuis 1994, on peut le dire. On peut le dire. Je pense que en fait, c'est vrai que on s'est un peu arrêté pour faire ce disque à sortir des choses. Entre 94 et 97, il y a beaucoup de disques, beaucoup de remixes, beaucoup de choses qui sont sorties de façon assez régulière. Et c'est vrai que Guy Manuel a continué à sortir des disques sur Cris d'amour, mais en 99 et 2000, on s'est vraiment concentré dans le studio pour faire le disque. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de la sortie de l'album? Est-ce que ça marche bien? On va pas faire que de l'économie aujourd'hui, mais est-ce que ça se passe c'est bien? des chiffres, hein, mais ça marche bien. Ouais. Disons que je pense que jusqu'à maintenant on se plaint pas, c'est tout. Mais nous on est très fiers et très 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 heureux de pouvoir partager ce disque maintenant qu'il est terminé. Maintenant, c'est bien de voir qu'il y a des gens qui sont curieux et qui peuvent vouloir l'acheter ou pas, ou le prendre sur Napster ou pas, je pense qu'ils veulent. Vous vous êtes vachement mouillé finalement pour la promo de ce nouvel album Discovery. On vous a vu dans la presse, on vous a vu vraiment mouiller votre chemise. En tous les cas en France, est-ce qu'il en a été de même à l'étranger? On a fait des interviews. Nous, on est c'est la promotion, les interviews, c'est pas vraiment ce qu'on aime faire, mais je pense qu'on est ouvert au dialogue. Il y avait beaucoup de demandes de rendez-vous, d'interviews, etc. Et ça, on l'accepte, hein, mais c'est pas nous qui appelons les journalistes pour organiser des interviews, ça c'est sûr. Alors qui fait quoi dans le groupe? Je crois qu'ils veulent pas toujours répondre. Mais est-ce qu'il y a un mec qui serait plus doué, je sais pas, pour les mélodies, l'autre pour les rythmes, ou alors c'est une espèce de truc au feeling? Ça dépend. En fait, on fait des trucs souvent par petits bouts. On commence avec une idée et puis on peut travailler un peu chacun de son côté et puis on se retrouve. En fait, c'est soit on travaille chacun de notre côté, soit on commence ensemble, on commence séparés, et puis en général à la fin on finit le truc ensemble et on doit vraiment être au point et d'accord sur le morceau en question. Et en général, comme on est sur la même longueur d'onde musicalement et qu'on aime sensiblement les mêmes choses, on arrive toujours, c'est le plus important, à se mettre d'accord et à être heureux de ce qu'on a fait. Et l'album, on a mis 2 ans et demi à le faire parce que on voulait vraiment prendre le temps d'être satisfait et pas sortir un truc et après avoir des regrets ou quoi que ce soit. On n'en a pas eu sur Homework et on a fait la même méthode pour Discovery, c'est prendre le temps et être vraiment sûr de
de ce qu'on aime et savoir si on a réussi à le faire, quoi. Ouais, ça veut dire que vous êtes quand même assez perfectionniste, mais alors il faut aussi garder, je dirais, l'énergie brute de la house, de la techno, des morceaux faits rapidement aussi. Il faut savoir composer entre ces deux éléments. Ouais, mais faut. Je pense qu'il n'y a pas une méthode qui est la bonne. C'est vrai qu'on a vraiment des morceaux qu'on a fait en 2 heures et des morceaux qu'on a fait en 2 mois, quoi. Mais nous, on n'est pas pour le minimalisme ou pour un truc plus épuré ou plutôt un truc riche ou à l'opposé. On passe pas d'un extrême à l'autre, mais on a la volonté de penser que la house music c'est un état d'esprit et c'est avant tout vraiment une ouverture d'esprit et c'est synonyme de tolérance quand même musicale. Et c'est pas justement être plus dans un style de musique que dans un autre, mais vraiment apprécier beaucoup de choses. Et nous sommes toujours dans la Pierroire avec Thomas et Guy-Man, donc les 2 membres des Daft Punk, à l'occasion de la sortie de Discovery. Bien sûr, alors on vous a fait beaucoup parler à droite à gauche, mais je pense qu'on n'a pas assez parlé. Il y a quand même quelques grands artistes qui travaillent avec vous sur cet album, des Américains, Todd Edwards, Rom Anthony et puis DJ Sneak, 3 blacks américains. Comment ça se passe? Todd Edwards, il est blanc, italien. Il est blanc. Ah oui, mais il a un côté un petit peu métis. Ouais. C'est son côté Latin lover. Il a un côté métis peut-être dans la musique, mais il est italo. C'est vrai que c'est pas le même poids que DJ Sneak, c'est de 2 poids de mesure. Ouais, non, c'est vrai. Non. Quoique ça se rapproche de DJ Sneak. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit et ému et intéressé chez ces artistes? Et après, comment ça s'est passé? Ils viennent chez vous en studio, comment ça se passe, quoi? On remplit un bon formulaire de collaboration. En fait. Non. Je pense que ça commence avec la musique et quand on a commencé vraiment à s'intéresser à la house et au rave, à sortir en soirée, on a commencé à acheter des disques et pas les premiers trucs parce qu'au début on achetait un peu n'importe quoi, on essayait de trouver vraiment ce qu'on aimait. Mais quand on a écouté Todd Edwards et Sneak et Rom Anthony ou Dave Clark ou plein de trucs comme ça qui étaient assez différents et qui avaient assez d'impact à l'époque, ça nous a tout de suite plu et notamment le côté soul et émotion de Todd Edwards, vraiment profondément, de Rom Anthony aussi. Sneak, c'était plutôt le côté house, mais là sur l'album il a écrit une chanson, donc on a travaillé avec lui différemment. Mais c'était vraiment le côté musical et le fait que c'était pas des idoles, pas au point d'être des idoles, mais vraiment des gens qu'on a adoré dès le début qu'on a entendu leur musique en fait. On est devenus amis ensuite avec eux et c'est vrai qu'on avait la volonté de travailler avec eux depuis longtemps. Todd Edwards, on l'avait rencontré à l'époque de Homework. Rom Anthony, on l'avait pas rencontré, mais il y a 1 ou 2 morceaux sur Homework, on aurait bien voulu qu'il chante dessus. Ça s'était pas fait et ça nous a fait plaisir de finalement rester sur ces idées et de finalement travailler avec eux. Et Rom Anthony, justement, ça se passe comment en studio avec lui, parce que c'était un personnage un peu mystérieux qui se livre pas toujours. Après, c'est quoi? C'est quelqu'un qui improvise au micro, qui a cet esprit très soul afro-américain. C'est un bon interprète. Enfin, en plus d'être un bon producteur et un bon auteur-compositeur, c'est un vachement bon chanteur et c'est vrai que il est assez professionnel dans le sens où on a enregistré pas beaucoup de temps de prise et c'était là, quoi. Alors on a l'impression que l'idée de groupe, de tribu, de posse est très très importante. Qui travaille au quotidien auprès de vous? Qui travaille au quotidien auprès de nous? Il y a une équipe de personnes depuis maintenant 4 ou 5 ans. Ouais, avec entre autres Pedro Winter qui travaille dans notre société de production Daft Tracks et il y a une équipe différente pour Discovery. On a bossé avec plus de gens parce qu'il y avait beaucoup plus de projets qui partaient dans différents sens. Mais à la base, c'est Daft Tracks en fait sur le premier album et puis qui est toujours là sur le deuxième avec en plus de l'équipe de Daft Tracks, des gens comme Alex et Martin qui nous ont aidés pour le côté visuel, le graphisme et puis pour du design.
Et puis les équipes japonaises, il y a tout ce qui est lié au projet, aux différents projets qui vont avec Discovery. Il y a les réalisateurs de clips, il y a ce fameux Leishi Matsumoto. Alors comment ça s'est passé avec lui? Ça c'est marrant parce que c'est lui le fondateur, enfin le créateur d'Albator et sans doute pas mal d'autres trucs d'animation. Ouais. Alors et je suppose que bon c'est pas le possé, il est quand même un peu plus vieux. Ouais, il a presque 70, ouais, mais il est cool. Ouais, ça l'a amusé, c'était une demande peut-être un peu étrange. C'était une demande étrange. Nous c'est vrai que on avait la volonté depuis longtemps de faire un clip en dessin animé et on a eu cette idée de le faire là-bas avec en se disant à qui on pourrait demander ça. Et en fait c'est une super grande star là-bas et ça, on savait pas du tout quoi. Ouais. Donc on a appelé des contacts qu'on avait un peu à Tokyo en disant voilà on aimerait bien trouver une boîte des jeunes ou qui font de l'animation, un peu une sorte de copie de Matsumoto un peu. Et sinon mais bon on peut toujours tenter d'essayer de rentrer, de le contacter et finalement on n'a pas la copie, on a l'original donc. Mais en fait on s'attendait pas à ce qu'il veuille au début et on a eu une réponse un peu plus tard pendant qu'on était encore en train de chercher et se creuser la tête et donc ça l'intéressait quoi. Et, enfin pour des raisons assez sentimentales parce qu'il aime la France. Il avait regardé un film quand il était jeune, un film français qui l'avait un peu bouleversé parce qu'il comptait tout arrêter ce qu'il faisait. Il commençait le cartoon, enfin les dessins animés dans les magazines et il pensait arrêter. Il a vu un film français qu'il a. Les Japonais sont souvent comme ça, les sentimentaux. Il avait un peu une dette envers la France. Il aimait beaucoup la France. Et vous aviez une dette envers les sylphidres et c'est pour ça que vous vouliez les recréer. C'était. Elles sont trop excitantes. Les sylphidres d'Albator, c'est les sylphides, je sais pas. Sylvidres. Alors, qu'est-ce qu'on peut annoncer là sur les prochains clips de l'album? On peut annoncer le deuxième clip. Disons, ça va être une exclue de quelques heures parce que s'il passe à la télé dès demain matin, je crois. Allez, vas-y, on a l'habitude des exclus de quelques heures. Voilà, donc il y a le clip d'Aérodynamique qui sort demain, réalisé par Leiji Matsumoto. D'accord, qui est un autre qui est un autre clip en dessin animé en fait. Donc on peut le voir à partir de demain quoi sur MTV. Voilà, sur MTV, chaîne musicale française, voilà. Le Daft Club, peut-être qu'on pourra en parler, faire un premier bilan, Antoine. Oui, alors ce Daft Club que vous avez lancé finalement en même temps que l'album, est-ce que c'était une réaction, est-ce que c'était une réponse par rapport à Napster? Comment vous positionnez vous les Daft par rapport à Napster? Nous on se positionne bien par rapport à Napster. Non, on est enfin. Je pense que c'est une réponse à Napster, mais pas vraiment une attaque. Disons, nous, Napster existe. Enfin, disons, on peut dire Napster, mais on peut dire n'importe quel site. Des Nutella et tous les autres, bien sûr. Il y en a un qui part ou pas, ça change pas vraiment, mais on pense que c'était bien peut-être on s'est rendu compte que Internet était vraiment un formidable moyen de communiquer et aussi de transmettre de la musique et aussi de s'exprimer pour les musiciens, les artistes et pour les gens d'écouter de la musique et à la fois on voulait peut-être recréer un peu une différence entre acheter un CD ou acheter un album, un vinyle et prendre les morceaux directement sur Napster. Donc si les gens veulent pas acheter notre album et qui veulent aller sur Napster parce qu'ils sont pas contre le système ou je sais pas, ils peuvent le faire tout à fait, ça nous pose pas vraiment de problème. Parce que mais si ils achètent le disque, il y a peut-être un truc en plus. Donc c'est plus ce sentiment-là. Et puis ça fait perdurer la relation surtout avec vous. Nous disons le Daft Club, il a été, on peut dire plus que lancé, il a été ouvert quoi, parce que justement il va avoir des choses. C'est une construction qui va s'additionner. Il va se construire en même temps sous les yeux des gens. Donc c'est pas un truc où tu fais un site où tu mets 15 000 pages et puis tu fais le lancement quand tout est prêt, plus que vraiment l'idée d'un contact, de communiquer. Là, on a mis un premier morceau en ligne à télécharger. Il y en a un deuxième dès ce soir ou demain matin, je crois.
Il y a des choses qui vont suivre, et le truc va grossir comme ça. Mais comment ça se passe? Il faut aller checker toutes les semaines sur le site pour voir s'il n'y a pas un petit truc nouveau, ou comment ça se passe? On veut pas rentrer dans une démarche systématique, mais on peut conseiller ça aux gens s'ils veulent. Ouais. En ce moment, il y a Ouverture, qui est un morceau vraiment d'intro, quoi. Voilà. Qui fait un peu John Carpenter, un cinéma fantastique. C'est assez drôle, c'est assez touchant. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donner une autre exclue. Il y a le prochain morceau qui s'ajoute, c'est une édition spéciale de Aérodynamique de 6 minutes avec Roman Tony aussi qui chante, et différentes choses. Ouais, donc ça c'est un vrai plus, hein, en fait, effectivement. C'est ce que certains journalistes appellent du marketing, mais pour nous il y a plus la volonté de rentrer en contact. Et alors par contre quand même on peut pas y accéder grâce à un Mac. Pour l'instant. Donc on est en train. C'est dur ça. C'est dur. En France c'est peut-être un peu plus dur. En France on peut déjà se consoler. Enfin nous on se console parce qu'on est en train de travailler dessus. Les Macintosh c'est 5% du parc d'ordinateurs dans le monde, hein, par rapport peut-être 50% de vos auditeurs, non? Disons non, mais on conseille pour l'instant aux gens, étant donné qu'il y a des problèmes avec le système l'OS Apple en fait, qui permet pas d'installer ce type de programme. Mais on conseille aux gens d'aller justement prendre les trucs sur Napster ou Maxter, et en attendant que les problèmes, qu'il y ait des solutions aux problèmes, quoi. Très bien. Thomas Guiman, merci beaucoup en tous les cas d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, les auditeurs d'FG restent avec vous, puisque dans 2 minutes 30, c'est Clubhouse qui démarre. Clubhouse avec Thomas et Guiman des Daft Punk qui sont en direct et qui seront sélecteurs de l'émission, et Didier en slave DJ, puisque Didier Sinclair mixera la programmation sélectorisée par les Daft Punk. Thomas Guiman, merci beaucoup d'avoir répondu en tous les cas à nos questions, et on vous souhaite une bonne continuation. On va pas vous dire bonne chance parce que je crois que c'est très très bien parti pour Discovery, et dont on a eu en tous les cas le plaisir de vous accueillir.